Une autre semaine politiquement très chargée aux États-Unis qu'on va décortiquer en compagnie de nos panélistes, Michel Séauger, analyste politique et chroniqueur à la presse, et Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec à New York, qu'on retrouve, sauf erreur, je crois, à Los Angeles, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir à vous. On va Bonsoir. commencer par le président lui-même qui était en déplacement en France cette semaine, évidemment à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Un discours aujourd'hui où il était fortement question de défense de la démocratie, à la fois à l'étranger et la démocratie américaine elle-même. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours de M. Biden et on revient ensuite en analyse. They're not asking us to do their job. They're asking us to do our job, to protect freedom in our time, to defend democracy, to stand up aggression abroad and at home, to be part of something bigger than ourselves. We simply refuse to believe that America's greatness is a thing of the past. I still believe there's nothing beyond our capacity in America when we act together. Catherine, commençons donc par en analyser, si on veut, l'objectif recherché par M. Biden avec ce genre de discours aujourd'hui. Oui, ben c'est un peu une journée bonbon pour le président Biden. Paysage magnifique, message fort sur la démocratie versus l'autocratie. Il se porte en leader solide. Il est entouré de ceux qui ont sauvé le monde, comme il l'a dit lui-même, et épousé les valeurs de la liberté, entouré de vétérans qui ont jusqu'à 105 ans autour de lui. Et bien évidemment, je pense que c'est une journée importante, une bonne journée pour lui, mis à part le test physique qu'il a eu là, un peu plus tôt cette semaine, des images malheureusement qui circulent, en tout cas, ça dépend des points de vue, un peu partout sur la faiblesse physique qu'il a eue. Je crois que c'est une bonne journée pour lui, où il est capable de dénoncer les tyrans, d'attaquer aussi d'une certaine manière Donald Trump, qui lui est plutôt du côté de la négativité, si on veut. Mais pour l'Américain moyen qui regarde ça, c'est important. C'est une journée extrêmement chargée de sens. Mais M. Trump a aussi pris beaucoup de place en étant de toutes les tribunes ici aux États-Unis, surtout aujourd'hui, là. Oui, très certainement. On y reviendra avec cette série d'entrevues qu'il a accordées après une semaine ou à peu près après son inculpation la semaine dernière. Michel, oui, peut-être une bonne journée pour M. Biden sur certains aspects, mais dans quelle mesure ça peut faire bouger l'aiguille, hein? C'est ça la grande question. Il y a des avantages à être le président sortant. L'un de ceux-là, c'est que c'est toi qui vas au G7, c'est toi qui vas dans les forums internationaux, c'est pas ton adversaire. Alors, M. Biden, de toute évidence, va servir de tout ça au maximum, comme M. Trump avait voulu le faire déjà il y a 4 ans. Donc, mais quand on est sur quelque chose d'aussi sacré que le débarquement de Normandie, que les Américains, vous savez, il était au même endroit où, il y a 40 ans, Ronald Reagan avait fait un discours qui l'avait fait monter de façon fulgurante dans les sondages. Et ça l'avait emporté vers une victoire électorale. Je ne sais pas s'il en avait besoin, mais ça l'avait aidé. Je ne pense pas qu'on peut se dire que M. Biden, aujourd'hui, a eu ce genre de discours-là, mais il y a eu un discours solide. Il avait l'air d'être en contrôle. Et il parlait de démocratie. Il parlait de l'obligation d'aider les démocraties, pas juste aux États-Unis, mais ailleurs aussi, donc en Ukraine. Et la situation en Ukraine, c'est quand même quelque chose qui est peut-être pas la chose qui aide le plus M. Trump actuellement. Ben voilà, donc il en a profité pour annoncer une aide additionnelle, annoncée donc de plusieurs centaines de millions de dollars destinés à M. Zelensky, à qui il a présenté des excuses en disant, écoutez, je m'excuse parce que, essentiellement, il y a eu du blocage chez nous aux États-Unis au Congrès. On aurait aimé vous livrer cette aide plus tôt, plus rapidement, plus efficacement. Catherine, là-dessus, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Oui, ben, comme Michel le disait, l'aide à l'Ukraine, c'est un pas important aussi de sa visite. Il a même fait un parallèle entre la défense de la démocratie et de la liberté il y a 80 ans et comment les États-Unis doivent être là de manière inébranlable dans la lutte et en fait, la guerre de l'Ukraine devant l'invasion de la Russie.
Donc, cette aide-là est importante. Il a effectivement fait des excuses pour ne pas avoir pu en livrer plus. Je pense que l'aide totale est de discuter de 61 milliards. C'est important, mais je pense que les images valent mille mots encore aujourd'hui. De le voir avec le président Volodymyr Zelensky, c'est très fort pour lui. C'est une très bonne journée. Et le président a dit lui-même, les Américains étaient là il y a 80 ans. On s'attend à ce que vous soyez là encore de nouveau pour continuer à défendre l'Ukraine devant l'invasion de la Russie. Là. Est-ce que c'est une façon, Michel, de mettre de l'avant pour M. Biden, de mettre de l'avant le fait que sous Donald Trump, l'Amérique était un peu plus isolationniste et là, désormais, on joue avec les autres grands acteurs, on est avec eux, on les soutient. Ce contraste, jusqu'à quel point l'a-t-il mis de l'avant aujourd'hui? Jusqu'à quel point ça peut être payant? Je pense que ça met beaucoup plus le focus sur les républicains au Congrès qui ont refusé de voter l'aide à l'Ukraine jusqu'à temps que... écoutez, on était en train de mettre en minorité le président de la Chambre tellement il y avait l'aile plus radicale du Parti républicain était opposée à cette aide-là à l'Ukraine. Donc, Mike Johnson a sauvé son leadership de justesse dans cette affaire-là. Alors, ça, c'est une des choses qui risque de nuire un peu à M. Trump. C'est l'aile la plus radicale des républicains au Congrès. C'est vraiment de la droite très dure. Les Américains sont plutôt centristes. Ça risque de lui faire plus mal que bien des choses. Parlons justement du candidat républicain. Après, donc, ses déboires avec la justice, il a rapidement repris le fil de sa campagne électorale de façon un peu plus officielle et formelle, de retour dans un premier meeting en Arizona, où il en a profité pour marteler pour beaucoup son message sur l'immigration. Ça a été un élément central de son discours cette semaine. On écoute un extrait. I want to send Joe Biden's illegal aliens back home where they belong. They have to go back home. Because quite simply, Joe Biden wants an invasion. I want a deportation. Alors, saisissons l'occasion de cet extrait et de ce retour sur le terrain, si on veut, de la campagne électorale de Donald Trump pour parler de sa stratégie, maintenant qu'il a plus ou moins mis derrière lui ce procès qui lui collait donc au pied. Catherine, qu'avez-vous à dire aujourd'hui là-dessus? Oui, juste pour revenir une seconde sur l'Ukraine, c'est vrai qu'il y a une grande partie de sa base qui ne souhaite pas d'aide supplémentaire à l'Ukraine parce qu'ils sont focusés d'une manière très concentrée sur les problèmes domestiques, du coût de la vie, de l'immigration, de la criminalité, etc. Donc, il parle aussi à ce pan d'électeurs-là, en même temps que de vouloir avoir accès à ceux qui sont plus au centre, là. Il a effectivement livré un discours un peu enflammé dans le style de Donald Trump en ridiculisant le décret exécutif du président Biden sur l'immigration, trop peu, trop tard. Et effectivement, il a dit, moi, je vais faire la plus grande opération de déportation au pays. Et donc, il en a profité pour attaquer de plein front Biden et de revenir sur son procès qu'il dit truqué en disant, je vais faire appel. Et il a demandé finalement que cette sentence soit, que ces accusations soient renversées. On a noté aussi, peut-être dans son ton, il était très focusé sur Donald Trump lui-même qui s'occupe des affaires domestiques. Et ça, c'est pas toujours le cas, mais je pense qu'en Arizona, particulièrement, où la course, vous le savez, a été extrêmement serrée à la dernière élection. Je pense que M. Biden a gagné par 10 000 voix. Il s'est concentré sur lui parce qu'il sait très bien qu'en ce moment, sa marque est plus forte que les élus locaux, que les candidats locaux. Il est encore plus fort à la sortie de ce procès. On l'a dit la semaine dernière. Il accumule les votes, il accumule l'argent dans les coffres politiques. Donc, c'était aussi un rallye très énergisant pour lui hier en Arizona. Et je sais que les sondages, ce n'est qu'une image, mais et aujourd'hui, il mène dans les sondages en Arizona. Michel?
Oui, c'est d'autant plus important que c'est un des 6 États clés, l'Arizona. Et il y aura, le même jour que les élections au mois de novembre, un référendum sur une loi très dure sur l'immigration qui a été passée par la législature de l'Arizona. Ça devrait aider considérablement M. Trump, puisque les électeurs pour qui l'immigration est la chose la plus importante, eux, ils vont vouloir aller voter dans ce référendum-là et ils vont voter à la présidentielle aussi en même temps. Alors ça, c'est une chose, mais c'est un des États clés, l'Arizona. Mais il ne faut pas qu'il commence toujours à reparler du procès, d'être toujours sur le procès. À un moment donné, ça va devenir lassant. Et les sondages disent quand même qu'il y a du mouvement. C'est à la marge, mais il y a du mouvement vers M. Biden à cause du procès. Alors, ça lui donne beaucoup d'argent chez ceux qui sont déjà convaincus. Au centre, c'est moins bon. Bien, c'est ça. N'oublions pas qu'il y a quoi, une quarantaine de pourcentages, en termes de pourcentage, 40 des Américains qui sont toujours indépendants, déclarés indépendants. C'est là où ça va se jouer, sûrement. On verra bien. Un autre élément qui a beaucoup fait jaser le commentariat, médiatiquement parlant, aux États-Unis, c'est cette volonté de vengeance de Donald Trump, qu'il assume, qu'il évoque ouvertement dans cette série d'entrevues qu'il a accordées cette semaine. Écoutons un court extrait où, justement, il parle de cette soif de vengeance qui est la sienne. Well, revenge does take time, I will say that. It does. And sometimes revenge can be justified, but I have to be honest, you know, sometimes it can. On lui a offert la possibilité de dire, ben non, de mettre un peu d'eau dans son vin au nom de si on veut, de l'unité nationale, mais il persiste et signe, garde le cap. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Il persiste et signe, oui, mais en même temps, il a pris un ton beaucoup plus calme et solennel. Il ne voulait pas, c'était flagrant, trancher trop avec la journée ou la semaine importante de célébration autour du 80e, alors que tous les leaders du monde se font défenseurs de la démocratie et de la liberté. Donc, on a quand même vu ça. C'est vrai que dans l'entrevue avec Dr. Phil, qui est très populaire ici aux États-Unis, il a parlé de vengeance. Il s'est fait poser la question à quelques reprises sur des exemples de la couleur de cette vengeance-là. Écoutez, il n'a pas confirmé qu'il allait, par exemple, pardonner des criminels ou juger des crimes et perdre un peu de temps là-dessus. Là. Je pense que c'est beaucoup son ton. Oui. Mais les résultats seront dans les politiques qu'il mettra de l'avant, qui sont assez radicalement différentes de celles de Joe Biden. Et c'est peut-être là où il parle de vengeance, en disant « je vais défaire ce qu'il a fait et je vais déporter les immigrants illégaux et je vais fermer la frontière et puis je vais être plus sévère sur le crime, etc. » là. Et en lien avec son propre procès, Michel, où il en a beaucoup contre tout le système judiciaire américain, finalement. Oui, mais il ne peut pas non plus condamner tout le système judiciaire américain à partir de ce qui lui est arrivé à lui. Ce serait un peu trop fort de café. À la fin de la journée, être condamné devant un tribunal, ce n'est pas une bonne journée pour un ancien président qui se représente pour son poste. Ce discours-là de vengeance, il faut qu'il l'évacue à un moment donné. C'est très bon pour la base, mais la base, il l'a déjà. Il a déjà tous les électeurs républicains qui pensent pouvoir avoir. Il faut qu'il s'en aille vers le centre. C'est pas en parlant de vengeance qu'il va vers le centre. Comment il le fait? En parlant de quoi, alors? Il peut parler de son programme, il peut parler d'immigration chez les électeurs plus centristes, sauf ceux qui sont déjà acquis à Joe Biden. Il y a bien des gens qui disent « Hey, la passoire sur la frontière du Sud, ça suffit. » Mais la vengeance, ça a l'air d'assouvir un instinct personnel. Ça, c'est pas bon. Et c'est ça qui risque de lui nuire. Il faut qu'il arrête ça et qu'il parle justement des questions de politique sur lesquelles il a un avantage sur Biden. L'immigration, c'est peut-être le plus évident. Il l'a fait aujourd'hui en matière d'économie aussi. Il a parlé du pouvoir des sanctions sur la Chine ou il s'est porté un peu en leader qui allait défendre les intérêts de la démocratie par rapport aux autocrates également. Il l'a fait aussi ici dans ses entrevues. On verra donc si cette stratégie sera maintenue. Le prochain grand rendez-vous en ce qui a trait à toutes ces prises de position, c'est évidemment le débat. Je le rappelle, le 27 juin prochain, premier débat présidentiel entre les deux candidats. Merci beaucoup, Catherine Loubier, Michel Sauger. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. Au revoir.